Bonjour à tous, bon midi, puis bienvenue à cette quatrième édition de nos dîners-causeries organisés par ICSEN Québec. Je me présente, Mahalia Verna, présidente du comité Équité et Inclusion d'ICSEN Québec. Alors, bienvenue encore une fois. J'ai un grand plaisir de modérer ces conversations qui ont pour but de vous outiller et de vous accompagner en tant que membership d'ICSEN Québec dans ces réflexions par rapport aux questions d'équité, d'inclusion, de l'appartenance et de l'accès aussi, qui sont des piliers importants de cette thématique. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'intersectionnalité dans ce milieu d'affaires, dans les industries créatives. Avant de poursuivre, je veux prendre un moment afin de reconnaître qu'aujourd'hui, notre conférence est diffusée à partir de Tiohtià:ke, Montréal, et se déroule sur les terres autochtones non cédées. Maintenant, je vais vous présenter notre invitée spéciale, Mouna Andraos, cofondatrice, co-directrice du studio d'art et de design Daily Tous les jours, qu'elle a cofondé en 2010 avec Mélissa Mangia. Ce studio d'art et de design basé à Montréal est plus connu pour son travail dans l'espace public, démystifier et diffuser la technologie afin d'en faire un outil de changement social est au cœur du travail de Mouna. Alors, sans plus tarder, bienvenue Mouna. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Mahalia, merci de me recevoir. Écoute, c'est sûr qu'on a partagé des notes biographiques avec nos participants en vue de la rencontre d'aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on puisse t'entendre par rapport à ton parcours. Qu'est-ce que tu désirais partager avec nous? Et puis de là, notre discussion va évoluer. Parfait, question ouverte pour commencer. Bon, mais merci à tout le monde d'être là. On est en famille, la plupart de visages familiers. Mon parcours, je suis montréalaise d'adoption, née à Beyrouth, immigrée au Québec en tant que ce qu'on appellerait aujourd'hui préado, qui n'existait pas à l'époque, et vécu dans différents pays, donc née au Liban, vécu en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis et la majorité de ma vie au Canada. Et puis, comme tu disais, cofondatrice du studio Daily Tous les jours depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Seulement? Wow! Ça carbure, hein? Depuis une dizaine d'années maintenant. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Ouais, super. Écoute, tu sais, tu as parlé de tellement d'endroits à travers le monde, donc dans un sens, tu es comme t'es une citoyenne du monde, si je ne m'abuse pas. Donc, comment est-ce que cette expérience-là, tu dirais, a nourri tu sais, ta passion et comment ça se traduit dans tes projets et ce que tu as construit par rapport à Daily tous les jours? Si, je pense comme beaucoup d'immigrantes, j'ai grandi aussi à essayer de trouver cette histoire qui était la mienne, à figurer où était la maison, qu'est-ce qui était mon chez-moi, à faire ce processus. Je pense que beaucoup font de réaliser que son chez-soi est à l'intérieur de soi-même. J'ai trouvé une richesse. Finalement, c'est devenu quelque chose de positif d'avoir voyagé beaucoup. Quand j'ai commencé à réaliser que je commençais à me sédentariser, c'était même une source d'anxiété un peu, où j'avais l'impression de mettre fin ou de laisser aller une partie de mon identité en prenant racine à un endroit. C'est encore une question que je me pose. Je me dis, bon, on dirait que je vais vieillir ici, et qui n'était pas tout à fait au programme à la base, mais bon, la vie nous emporte de toutes sortes d'endroits. C'est une question que je me pose aussi pour mes enfants. Est-ce que j'ai envie de leur donner cette richesse-là d'une diversité d'expériences, même si ça avait été difficile aussi, ou est-ce qu'ils vont vivre autre chose? Bon, inévitablement, ils vont vivre autre chose, mais... Mhm. Ouais, donc ton
ton expérience personnelle et comment tu conçois les choses pour non seulement toi-même, ta famille, mais aussi, par rapport à ce qui te passionne, en tant que projet. Tout ça, j'ai l'impression que ça se recoupe, hein? Oui, je pense que chez Daily tous les jours, on a une pratique qui est fondamentalement humaniste. On croit qu'il existe quelque chose qui est l'être humain au-delà des différences, au-delà de ce qui nous sépare, qu'on a des choses en commun qui sont plus fortes que ces différences-là et qu'on est capable d'aller avec nos projets faire résonner ces choses qu'on partage pour arriver à les célébrer et que ultimement ça puisse être un point de départ pour que ça continue à faire son chemin de cette façon-là. Si je viens d'un coin du monde où on a passé des générations entières, ont essayé d'être convaincus qu'on était différents les uns des autres, qu'on ne pouvait pas vivre ensemble et que c'était écrit dans nos gènes. Donc, je pense qu'il y a une réaction à ça, clairement, dans la démarche que j'ai entreprise par la suite. Et comment est-ce que tu dirais que, toi et Mélissa, et le reste de l'équipe de leadership de Daily tous les jours, hem, comment est-ce que, quelle a été votre approche à date pour, créer, ce sens d'ouverture et d'appartenance au sein de vos équipes qui sont impliquées dans vos projets, pour qu'ils sentent qu'ils peuvent amener de leur sien, heu de leurs idées, de leur vécu, de leur identité, à la table pour créer, des projets qui très franchement, reçoivent beaucoup d'éloges et de reconnaissance, à travers le monde. Mais je pense qu'on a une pratique qui, nous, Daily tous les jours, mais aussi nous, XN Québec et tous ses membres, qui est fondamentalement multidisciplinaire. On a besoin on a besoin des autres, on a besoin des expertises des autres pour arriver à faire ce qu'on fait. C'est beaucoup trop complexe quand on Mmh. allie design, technologie, fabrication, ethnographie, biologie, etc., tous les différents domaines qu'on essaye de mettre ensemble dans nos projets. On a besoin des autres, on a besoin d'avoir une table ouverte où chacun peut contribuer. Donc déjà, je pense que c'est dans l'essence même de ce qu'on fait. Et après, c'est aussi une approche de dire qu'on a envie de cette diversité des voix pour pouvoir justement offrir des propositions au monde qui soient le plus accessibles possible, je dirais. Mmh. Mmh. Écoute, la thématique, bon, pour aujourd'hui, on parle d'intersectionnalité. Donc là, bien sûr, lorsqu'on dit intersectionnalité, il y a des mots-clés ça suscite des mots-clés, le genre, l'âge, la religion, la race, l'orientation sexuelle, la classe sociale et les capacités, physiques. Hem Je pense que je vais commencer par rapport à ton propre parcours. Lorsque tu entends ces mots-là, hem, à quoi ça te fait réfléchir par rapport à, ton parcours et comment tu avances dans ce monde? C'est sûr que ce sont des conversations qui sont très importantes, qui sont en train d'avoir lieu partout et qui sont en même temps difficiles et très complexes. Et c'est difficile de participer à ces conversations en se sentant justement à la fois équipé, éduqué, capable, pertinent dans les conversations. C'est pas évident. Je pense que j'ai grandi à une époque et dans un milieu où il n'y avait pas tellement de place pour ces questions-là. Évidemment, on venait de privilèges. Donc, oui, on a quitté le Liban pendant la guerre, mais on faisait partie des familles qui n'arrivaient pas avec rien dans les poches quand on était migré ici. Donc, on partait avec énormément d'avance sur beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, mais on partait aussi avec un bagage émotionnel, familial, historique assez complexe. Mais la question de l'identité pour nous, les enfants qui arrivions de ces parents qui avaient décidé d'immigrer plusieurs fois jusqu'à finalement arriver ici et se dire ici, ça va être une bonne place pour nos enfants, il fallait qu'on élimine ça, il fallait qu'on y arrive, il fallait qu'on puisse réussir au-delà de cette identité-là et au-delà d'une affirmation de cette identité-là.
Donc, on a vu nos parents, je pense, avoir beaucoup plus de difficultés au niveau de l'intégration, pas tant personnelle, mais je pense professionnelle. Ça a été très, très difficile dans tous les différents lieux où ils ont été. Et donc, professionnellement, c'était important d'arriver à dessiner un parcours qui allait être différent. Après, je réponds plus ou moins à ta question, mais bon, c'est sûr, femme, immigrante, canadienne, québécoise, montréalaise, libanaise, mère. Et voilà, la vie continue. Je suis tombée plutôt du côté blanche, adjacente blanche, surtout du mois de novembre au mois de mai. Là. Je pense, si on était resté plus vers l'équateur, probablement, j'aurais tourné un peu différemment aussi. Un petit peu plus basané, là. Ouais, ouais. J'ai 2 enfants, j'en ai un d'abord, un peu plus de l'autre, les 2 styles de Libanais, là, le blond Ah aux ouais. yeux bleus et la brune aux yeux noirs. Ouais, Et voilà le mélange des gènes, c'est ce que ça donne. ouais. Et si tu penses à ton équipe à Daily tous les jours, si tu penses à les collaborateurs qui gravitent dans l'écosystème de Daily tous les jours, si on regarde cette même question-là ou ces mêmes mots-clés-là, est-ce que tu peux partager avec nous peut-être tes impressions ou même est-ce qu'il y a eu s'il y a eu des instances où est-ce qu'il y a eu place à avoir certaines conversations inconfortables ou quoi que ce soit. Alors, disons de cette optique-là, de ceux qui t'entourent, ceux avec qui tu collabores, cette question d'intersectionnalité, est-ce que ça a déjà joué ou informé, ou est-ce qu'il y a eu des fois des moments d'inconfort, mais que, bon, toute situation mène à un apprentissage, mais est-ce que ça suscite en toi peut-être des exemples ou des expériences que tu pourrais partager avec nous? Bon, alors, on est quand même une équipe, là, on va être un peu plus qu'une vingtaine, 25 personnes. C'est un bon mélange. Alors, j'ai demandé à l'équipe elle-même de s'auto-identifier. J'ai pas tout le monde qui a répondu, mais je vois les réponses sortir et j'ai Canadien, Américain, Bourguignon, Acadien, Eurasien, Ancien Parisien, très classique, hétéro-blanc, Tunisien, Africain, enfant d'immigrants, libanaise, c'était moi, juif, hockey fan, board game geek, YouTube digger, antifasciste, entrepreneur. Et bon, c'était ouvert la réponse et il y en a d'autres. Donc, moi, comme je te dis, donc ça mélange, ça suscite toutes sortes de choses. C'est vrai qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout. En réfléchissant un peu à comment on est arrivé à cette mixité, au-delà du talent, évidemment, je me suis posé la question. Je pense qu'au Québec, un de nos défis par rapport à ça, bizarrement, commence avec la langue et nos deux solitudes, le français et l'anglais. Et que malheureusement, de mon expérience, dans les milieux exclusivement francophones que j'ai côtoyés, souvent la diversité est moins représentée. Et chez Daily tous les jours, on a toujours, dès le début, fait peu fi de cette question-là. À partir du moment où on trouvait un langage avec lequel on pouvait communiquer avec les gens en face de nous, on les embarquait dans l'équipe, ce qui peut avoir des désavantages aussi en termes de ces dynamiques français-anglais et tout, mais qui fait qu'on a été capable d'aller chercher des gens qui venaient d'Europe de l'Est, d'Amérique latine, etc., qui n'étaient pas nécessairement francophones. Et ça, je l'ai vu souvent aussi quand même, cette problématique-là. Récemment, j'ai fait partie d'une étude sur l'art public et la personne qui avait fait la recherche justement sur le manque de représentation en art public au Québec était arrivée avec des statistiques assez dures, pas seulement sur la diversité et la représentation, mais déjà même sur la représentation des femmes au niveau de l'art public. Et on parlait de l'accessibilité de l'information liées à ces choses-là, à ces programmes-là, que tout est en français, que beaucoup des communautés immigrantes, nouvellement immigrantes qui arrivent, ne sont pas nécessairement 100% à l'écoute des messages qui viennent juste dans les canaux francophones. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, je pense que comme toute dirigeante d'entreprise, la question du recrutement, elle est essentielle, importante, extrêmement difficile.
Et aujourd'hui, quand on se pose plus de questions en lien avec la représentativité dans nos équipes, on re-regarde notre processus d'embauche un peu plus attentivement pour essayer de comprendre quels sont les biais avec lesquels on arrive chacun. Et inévitablement, on arrive avec des biais. Comment on fait la balance entre tous les différents critères qui nous amènent à choisir quelqu'un dans l'équipe ou pas. Et ça, c'est une démarche qu'on essaie d'entreprendre pour continuer à pousser la question, la représentativité, les options, les différentes voix chez nous. Et ça commence à ce niveau-là. On a toujours été une équipe très féminine, même si là, ça s'est balancé un peu ces derniers temps. On essayait quand même de... C'était en partie exprès. On est quand même à au moins 30% des technologues ou des techno je sais pas quoi, geeks. On est entre art design et technologie, là, c'est vrai, ça fait partie de l'ADN du studio. Oui. Et on sait que le milieu de développement techno est très, très, très masculin. Donc, dès les débuts, ça a été quand même quelque chose qu'on a voulu affirmer assez fort, qu'on était capable d'œuvrer là-dedans et qu'une perspective féminine pourrait être une nouvelle perspective aussi sur le rôle et la place de la technologie dans le monde, comment elle forme nos sociétés, etc. Et puis après, en pré-entrevue, on discutait des défis de la maternité aussi, en lien avec des équipes plus féminines, quoique aujourd'hui, bon, ça va dans tous les sens. Mais ça a été un autre défi aussi quand les deux fondatrices du studio ont commencé à faire des bébés. Et qu'au début, on nous regardait en disant, mais comment vous allez faire? Le studio va s'écrouler. Et puis, on fait avec. Ouais, bah, c'est ça, c'est justement, il y a cette, c'est la perception, hein, qui informe ce genre de réaction ou d'idée, et là, tu me fais penser, parce que j'aurais dû te demander au début aussi, mais justement, 2 femmes qui créent, Daily tous les jours. Alors, comment ça a commencé ça, entre toi et Mélissa? C'était vraiment une rencontre professionnelle. On était toutes les deux à l'étranger. On avait décidé de quitter Montréal pour d'autres horizons. Et puis quand on est rentrés, toutes les deux au même moment, on ne se connaissait pas, on a beaucoup d'amis en commun. Et puis tous les deux, les amis nous disaient, bah, on ne comprend pas tout à fait ce que vous faites, mais vous devez vous rencontrer. Vous avez l'air d'être à peu près dans le même créneau. Ça a pris un peu de temps pour qu'on arrive à se croiser rapidement quand on a trouvé des de travailler ensemble, ça a bien marché. On a commencé des initiatives de partenariat avec d'autres avant qui ont échoué. Donc, quand on s'est retrouvés finalement en se disant, OK, on y va toutes les deux, on voulait faire des projets, on voulait créer, on voulait que ça parte de là plutôt que de gros concepts de qu'est-ce que l'entreprise serait et que les projets puissent alimenter. De fil en aiguille, on est devenus des amis par le travail et puis ça a développé une magnifique relation, donc à la base de Daily tous les jours. Ouais, une belle complicité. Oui. Hein? Ouais. Et alors, bah, c'est ça, alors là, si on continue sur cet angle-là, alors 2 femmes cofondatrices, d'une entreprise, des femmes d'affaires, disons-le, parce que vous avez construit une business. Heu et lorsque justement, vous circuliez, vous présentiez vos projets, comment est-ce que vous viviez comment est-ce que vous viviez et vous vivez encore ces expériences-là? Et surtout que, bon, là, l'équipe a évolué et puis, comme tu disais, bon, il y a comme un équilibre qui s'est mis en place. Alors, il y a un monsieur qui collabore avec vous, qui vous soutient. Donc, est-ce que, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que c'était comme: je me demande si, cette réaction ou cette réponse ou ce questionnement par rapport à ce qu'on met de l'avant est informé par le fait que nous sommes 2 jeunes femmes entrepreneuses en train de présenter, des idées, où est-ce qu'il faut, à certains égards, rêver et s'ouvrir à la créativité. Oui, je pense que ça a teinté l'identité de Daily tous les jours, le message qu'on portait. Je pense qu'on a été un duo au début
assez fort, beaucoup plus fort à deux, ensemble. Je pense que pour beaucoup de gens, on aimait cette histoire-là et la porter. En même temps, évidemment, il y a des moments où ça devient des défis. Quand tu te retrouves devant un ingénieur du gouvernement qui vient valider si tu fais de la RSDE, qui est valide et qui tu sais tout à fait qu'avant d'être entré, il a déjà décidé que tu n'étais pas crédible et puis que tu n'étais pas une ingénieure, machin, homme carré, que tu vas avoir des batailles à mener pour arriver à justifier la validité, la pertinence du travail qui est en arrière de ça. Mais de manière générale, je pense qu'on a plutôt joué la carte quand c'était utile et porteur et que ça nous a plutôt aidé que le contraire. Aussi, ça nous a donné un caractère distinctif quand même. Puis on s'amusait à un moment donné, on rigolait en disant on va chez le même coiffeur, comme ça les gens se mélangent de qui est qui, on peut s'alterner quand on n'est pas disponible. Ouais. Là, tu me fais penser, parce que c'est ça, il y a cette complicité entre toi et Mélissa. Et puis, tu sais, dans la question d'équité, il y a aussi la question de solidarité féminine. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que, dans ton parcours, et peut-être en tandem avec Mélissa, ou juste tes propres observations, quel a été ton vécu par rapport à ça, en termes comme du sisterhood entre les femmes dans le milieu? Quelle a été l'expérience pour toi par rapport à ça? Mais je pense que malheureusement, je n'ai pas eu tellement de mentors femmes autour de moi. Peut-être ma sœur a été un modèle en avant, l'architecte, aussi éducatrice, académique et autres, qui était clairement là comme elle, dans un milieu de l'architecture aussi hyper masculin, à essayer de faire ses traces. Mais beaucoup des gens qui ont marqué mon parcours, c'est des hommes quand même. À différents moments, je pense, quand je reflète ça. Après, on a aussi grandi à une époque où il y avait ce mythe que les femmes dans les milieux professionnels étaient plutôt jouer des coudes, puis les unes contre les autres. Mais je pense que on n'est pas du tout de cette génération-là, puis je ne l'ai jamais senti à cette compétitivité. Mais il y a eu quand même je pense que si j'aurais réfléchi là, quelques femmes qui ont été là à des moments clés. Ouais. Mmh. Mmh. Et, Et est-ce que toi et Mélissa, vous vous faites comme solliciter ou approcher par, disons des talents féminins émergents là qui vous voient comme justement comme: «Ah, je voudrais devenir, Daily tous les jours, comme Daily tous les jours», ou qui vous voient comme exemple et tout? Est-ce que ça arrive lorsque vous voyagez, vous êtes dans différents, milieux de l'industrie et tout, que vous circulez, est-ce que ça arrive que vous faites approcher par peut-être des étudiantes ou celles qui débutent leur parcours et qui viennent vers vous? on essaie de faire du mentorat aussi, j'essaie de Mmh. mentorer des plus jeunes femmes entrepreneurs ou artistes ou créatives, et puis effectivement d'accompagner par des stages, d'accompagner de différentes façons qu'on peut toutes sortes de talents, mais aussi effectivement des femmes, encourager aussi au niveau de la technologie. Et j'ai beaucoup enseigné et j'ai beaucoup essayé dans les classes et les salles de classe de s'assurer justement que euh, la, le mot en anglais me vient en tête là, mais le literacy, Mmh. Mmh. l'alphabétisation ou disons la compréhension, la connaissance de tout ce qui était en lien avec la technologie était accessible à tous et qu'il n'y avait pas déjà un désengagement automatique, comme presque préprogrammé, qui s'opérait. Parce que j'ai quand même vu ça souvent dans les salles de classe avec les plus jeunes. Qu'il y a une partie des étudiants et des étudiantes surtout qui arrivent déjà en se disant c'est pas pour moi. Fait que j'ai Ah fait beaucoup de wow! travail pour aussi essayer tout le temps de les rattraper, puis de les challenger, puis d'essayer de remettre en question
c'est ce bagage-là un peu. Ah ouais, 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 ouais. Ah ok, intéressant. Et justement, parle-nous un petit peu de l'expérience d'enseigner. Comment ça se passe pour toi et aussi comment, tu sais, comment tu vis cette combinaison-là, hein, d'être entrepreneur et aussi d'enseigner à la prochaine génération. Ouais, c'est super important pour moi d'essayer de continuer à le faire. Honnêtement, ça m'apporte beaucoup. J'espère, enfin, j'ai l'impression parfois plus que je donne, peut-être. Non. Mais c'est important, quand on est entrepreneur, on est beaucoup dans son projet, on est beaucoup dans son quotidien. C'est difficile de rester à l'affût de ce qui se passe, des conversations, des choses qui sont importantes, etc. Donc, les étudiants permettent de prendre le pouls sur où les choses en sont avec le monde, au-delà de son petit projet d'entreprise. Donc pour moi, c'est aussi une façon d'apprendre à articuler, à décrire, à parler de notre pratique mieux. Devant une salle de classe, tu es obligé de savoir raconter ce que tu fais, l'analyser assez pour le transmettre et le partager. Et puis, dans toutes les conversations, pour revenir à notre sujet, en lien avec inclusion, diversité, intersectionnalité, les mouvements BIPOC, etc. Je pense qu'on a vu beaucoup ça émerger aussi dans les salles de classe et puis j'apprends beaucoup des plus jeunes sur ces sujets, sur ces mouvements, sur où est-ce que la conversation s'en va, où est-ce qu'ils veulent l'emmener. Mhm. Et est-ce que, c'est ça, tu me fais penser. Alors bon, il y a eu beaucoup d'événements assez choquants et percutants et qui continuent, très franchement. Lorsqu'il y a ces événements-là, comment ça s'est passé euh, dans tes classes? Quel genre de conversation est-ce que ça a suscité? C'est dur. Bon, moi, je suis professeure à temps partiel, donc je ne suis pas là tous les jours. Les salles de classe cette dernière année et demie ont été tough, elles dématérialisées complètement, donc incapacité aussi à percevoir tout l'intangible qui est important. Donc, je pense que des profs sur le terrain à temps plein auraient mieux le pouls que moi là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les étudiants exigent une représentation beaucoup plus large, beaucoup plus varié dans le contenu qui leur est présenté. Ils ont l'oreille beaucoup plus finement affûtée quant à des messages qui pourraient être inappropriés ou pas assez pertinents, engagés, etc. etc. Donc, je pense qu'ils poussent d'une manière intéressante les choses avec des bonnes questions et tout. Mhm. Et toi, alors, tu sais, dans ce contexte-là, comment est-ce que toi, tu t'outilles ou tu sais, tu te trouves comment tu fais pour te ressourcer, hein? Parce que, bon, on s'entend là, c'est parce qu'on est issu de la diversité qu'on est expert en diversité, équité et inclusion, malgré le fait que des fois, c'est ça qui nous colle à la peau. Mais alors, pour toi, justement, vu ça, là, vu ce que tu peux voir par rapport aux étudiants et ce qu'ils recherchent à avoir. Comment est-ce que toi, tu fais pour te ressourcer, pour t'outiller? Oui, je pense que c'est un mélange de lecture et d'écoute et d'essayer de dialoguer. C'est aussi du bon sens, je pense, à beaucoup d'égards. Mais vraiment d'être dans un mode de réception pour comprendre. Tu vois, je te disais tout à l'heure, bon, moi, j'ai pas tellement affirmé mon identité arabe au travers de ma carrière. C'était même parfois presque négatif quand ça se faisait. Je prends une petite parenthèse, mais hier, j'essaie de me rappeler certains moments. Je discutais avec Mélissa du sujet et tout. Puis, il y a très longtemps, peut-être j'avais 24-25 ans, je me suis retrouvée sur la couverture d'un magazine qui s'appelait Réussir ici. Et ça m'avait fâchée parce que c'était un magazine sur l'immigration. Et à propos des immigrants, etc., etc. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'étais si ambivalente par rapport à ça. Et j'essayais de raconter et réexpliquer ça à Mélissa. Je me disais parce que je voulais réussir ici, je ne voulais pas réussir ici
comparé aux autres immigrants qui, moi, bof, bof, on ne s'attend pas tellement d'eux. Donc, il y a toujours eu ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ce genre de choses serait reçu ou perçu différemment que ça l'était. Ça fait déjà presque 20 ans. Hein. Oh my God. Donc, on va dire 15-20 ans. Mais, Ouais. mais par rapport aux étudiants, pour revenir là-dessus, c'est vraiment l'écoute, la lecture, la recherche. Après ça, je me méfie des experts vraiment. Je ne pense pas que c'est un sujet où l'expertise soit toujours la chose la plus appropriée ou pertinente. Et surtout, ceux qui brandent le plus fort leurs expertises ne sont pas toujours ceux qui sont le mieux équipés pour écouter ou pour faire évoluer le sujet. Ouais, donc c'est ça, ce que j'entends aussi là-dedans, Mouna, c'est que oui, toi, c'est évolutif aussi pour toi par rapport à cette question d'identité et tout, parce que lorsque tu donnes l'exemple du magazine Réussir ici, j'imagine que pour toi, le sentiment, c'était comme, bah, moi, je veux être reconnue pour ma réussite, point, pas catégorisée parce que je suis issue de l'immigration. Hein. Non, exactement. Mais comme tu dis très bien, ça évolue. Donc, je continue à réfléchir à la place et au rôle de cette ou de ces multiples identités dans ma propre pratique, dans ma démarche, etc. Et lorsque tu penses à, bah, justement, comme j'ai dit au début, nous, en tant que comité chez XN Québec et XN Québec au sens large, on se penche sur cet enjeu ou cette thématique d'équité et d'inclusion. Moi, j'aime attacher à ça aussi l'appartenance et l'accès. Qu'est-ce que, ben, sans avoir à comme, donner des astuces précises, mais est-ce que, si on parle d'aller de l'avant, euh, pour outiller le membership ou pour continuer les discussions sur ces enjeux-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme potentielle piste de réflexion qu'on pourrait considérer? Euh, Parce que c'est évolutif, c'est un dialogue, c'est l'ouverture et tout, donc c'est assez complexe. Il n'y a pas comme une formule à tout ça. Mais de toi, de ton point de vue, euh, est-ce qu'il y a des angles ou des questions que, tu sais, toi, personnellement et professionnellement, tu dirais, oh, ce serait bien si on faisait X, Y, Z. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Pendant que tu parlais, j'imaginais un peu toute la chaîne d'intervention qui est en relation avec nos pratiques et nos entreprises. Honnêtement, dans ma tête, je commençais à l'éducation et je me disais, il faut s'assurer que dans les milieux et dans les institutions éducatives, qu'on est déjà en train de mettre autour de la table une diversité de personnes et c'est ces gens-là qui ultimement vont commencer à se refléter sur le milieu de travail. Après ça, je me disais, mais même aux portes de notre pays et de notre province, au niveau de l'immigration, on a énormément de travail à faire. Honnêtement, on le voit encore malheureusement tous les jours. À tous les niveaux que des absurdités qui continuent à être perpétuées par nos gouvernements qui refusent l'entrée à des gens qui viennent de différents backgrounds parce qu'ils ne sont pas exactement le moule de ce qu'on voudrait avoir fait, ce qu'on voudrait être. Je pense qu'il faut qu'on fasse bien attention à ça, à ce niveau-là. Après, et ces portes d'entrée, on peut les ouvrir nous aussi en tant qu'entrepreneurs, pas avoir peur de faire des papiers pour amener des gens, pas avoir peur de contribuer aussi à aller chercher des ressources qui viennent de l'étranger, qui vont apporter de la diversité en version accélérée aussi. Après, dans nos projets, où est-ce qu'on les diffuse, à qui on les diffuse, en quelle langue est-ce qu'on les diffuse, pour qui sont les utilisateurs clés qu'on prend en considération quand on imagine et qu'on conçoit des projets, des créations et des œuvres. Et que je pense qu'à tous ces niveaux-là, il faut qu'on se pose la question de l'accessibilité, de l'inclusivité, de la découvrabilité quand on parle de nos propres créations. On est un peu à l'avant-garde aussi
du grand milieu des médias au Québec, en partie, en tout cas pour certains des membres de XN Québec. Et on sait qu'à ce niveau-là aussi, il y a des défis importants de représentation qu'on a ici au Québec. Donc, on devrait pouvoir être à l'avant-garde par rapport à ça dans la façon qu'on conçoit et qu'on imagine nos projets. Ouais. Et est-ce que, bah, écoute, moi, je considère que les projets de tous les jours heu, sont des plus accessibles parce que surtout avec tes installations publiques et tout. Mais, est-ce que parce que, tu sais, tu parlais de, public, accès, diversifier les publics. Est-ce que c'est une question qui anime, lorsque Daily tous les jours développe des projets? Ouais, énormément. C'est une question, bon, après l'accessibilité pour des gens qui ont différentes habilités physiques, de manière très littérale, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans nos projets, qu'on essaie d'adresser. C'est une question qui est complexe. Je te donne un exemple, ça fait plus qu'1 an qu'on travaille sur des sièges de balançoire musical adaptés. En fait, on a ouvert une boîte de Pandore, c'est hyper difficile. Il y a autant de réponses qu'il y a de corps humains différents avec des besoins différents. Donc, on parlait d'experts tout à l'heure. Ça fait 1 an qu'autour de la table, je dis, bon, il est où l'expert là qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pourquoi? Il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. Donc, on continue à essayer d'œuvrer du mieux qu'on peut là-dedans pour faire des propositions qui vont rendre accessibles certains des projets qui le sont moins de nous. Après ça, on parlait aussi d'accessibilité par rapport à des populations peut-être économiquement moins favorisées. Ça, c'est un grand défi qu'on a. Nos créations sont des créations uniques, d'envergure, qui sont chères. Et souvent, les gens qui peuvent se les permettre vont être, oui, dans des lieux publics gratuits, mais ça va être dans des lieux publics gratuits de quartiers favorisés, de centre-ville, etc. Donc, on sait que il y a des enjeux par rapport à ça. Fait qu'on on réfléchit beaucoup, on essaie de trouver des stratégies pour voir. On sait qu'on est capable d'amener du changement positif dans les communautés où on s'installe. On essaie de voir comment on est capable d'aller dans ces communautés-là plus, de trouver des partenaires qui peuvent nous accompagner pour le faire et rendre les créations plus accessibles dans ce sens-là. Il y a une anecdote qu'on raconte souvent d'une entrevue qu'on a fait quand on s'est retrouvé à West Palm Beach, en Floride. West Palm Beach, un quartier de la ville qui est entre un des zip codes les plus riches aux États-Unis, à Palm Beach, puis des quartiers extrêmement pauvres, comme on en connaît beaucoup en Amérique aussi. Et puis un jeune qui nous parle en entrevue, on fait tout le temps des entrevues pour un peu capter le pouls, et qui nous dit, vous venez pas d'ici, vous ne connaissez pas les codes, mais nous, on les connaît et on sait d'où chacun vient quand on se croise dans la rue ou qu'on circule dans la ville. Et il dit, moi, je vois ici des gens qui viennent de partout, dans West Palm Beach, des différents quartiers. Il dit, ça n'arrive très rarement des endroits où on se croise de cette façon-là, où les plus riches et les plus pauvres sont côte à côte en train de partager une expérience. Et on croit énormément que ces petites expériences-là sont essentielles à juste prendre connaissance de la présence de l'autre. Donc, c'est une démarche qu'on essaie de poursuivre, mais on n'a pas encore la solution. D'arriver à aller partout, aller là où les gens sont, puis pas seulement être dans les quartiers les plus nantis. Ouais, ouais. Ah, mais c'est vraiment, merci d'avoir partagé cette anecdote-là parce que, c'est vraiment c'est riche en ça peut susciter tellement de réflexions, hein, par rapport à, parce que c'est je pense que pour certains, c'est un angle mort, dans le développement des projets, bon, on planche sur, une idée, sur quelque chose d'installatif, on se dit: «Oui, OK, on veut cibler tel et tel endroit», mais on pense pas nécessairement à: «Ah oui, mais c'est qui qu'on veut attirer et c'est qui va avoir accès et est-ce que ça va susciter une mixité? Est-ce que ça va créer un sens d'inclusion et d'appartenance et d'accès?» Bah, écoute, c'est fantastique d'entendre que, tu sais, par rapport à Daily tous les jours, vous réfléchissez là-dessus et ça fait partie de, vos conversations et vos entretiens avec, les gens qui vivent dans les quartiers, quoi, où est-ce que vous avez l'opportunité d'avoir vos projets. Ah ouais, merci. C'est super, Mouna.
Ouais. J'ai complètement oublié de dire au début que si vous aviez des questions, de les mettre dans le chat. Et puis, une des choses que Mouna et moi, on voulait lancer là-dedans, parce que le groupe aujourd'hui est pas mal intime, c'était de vous inviter à ouvrir votre micro, allumer votre caméra. Et puis, si vous aviez des questions ou des anecdotes à partager par rapport à vos propres expériences. Stéphanie, je pense que c'est encore possible qu'on fasse ça. Hein? Stéphanie, elle est là? Oui, je suis là. Oui, tout à Oui. fait. Si vous voulez, vous pouvez simplement ouvrir votre micro là, pour partager, il n'y a pas de problème. Oui. Merci, Stéphanie. Okay. Oui, la question que je me posais, que je posais à Maria, pourquoi vous êtes là? Je me posais la même question pour moi d'ailleurs. C'est une question très profonde. Ah, oui, oui. Il n'y a personne qui se mouille. Je peux y aller. Oui, bonjour Edith. Bonjour Edith. Bonjour Maria, bonjour Mouna, bonjour tout le monde. Moi, je m'occupe de la documentation technique à la SAC. Et puis, je travaille sur des logiciels libres. Et puis, on se pose beaucoup la question des communautés de contribution, d'utilisation des logiciels libres, etc. Et puis, je me pose beaucoup de questions justement sur comment construire des communautés qui sont saines, qui sont accueillantes, dont tout le monde a envie de faire partie. Et puis, c'est des questions que je me suis posées aussi à l'extérieur de la SAT, entre autres, par exemple, chez Montréal Python, où je fais partie de l'équipe d'organisation. Et puis c'est ça. Donc, voilà pourquoi je suis ici, parce que ça m'intéresse. Je trouve que c'est un sujet important. Non, au niveau du développement logiciel, bon, c'est un peu moins mon dada ces quelques dernières années, mais dans le passé, ça l'était plus. C'est sûr que c'est pas évident, là. Il y a énormément de biais qui va dans la création de code, qui finit par se refléter un peu partout. Je pense que de mes souvenirs, un des dictons là, du milieu open source, si on veut être plus spécifique, c'est scratch your own itch. On dit encore ça aujourd'hui, quand on fait du développement logiciel. À l'époque, quand je faisais du développement logiciel libre, on disait toujours la chose qui fait avancer le logiciel libre, c'est d'abord règle un problème qui est pertinent pour toi et après ça, tu vas le partager, ça va être pertinent pour d'autres aussi. Mais finalement, ça fait que les outils deviennent le reflet direct des préoccupations des gens qui les développent. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi en termes de vraiment faire des outils qui sont ouverts et accessibles. Fait que ça revient un peu à l'éducation, à s'assurer de donner les outils à tout le monde pour devenir un participant actif et pas juste un utilisateur avant tout. Et puis, une fois qu'on aura plus de diversité dans les créateurs et les développeurs, bien probablement qu'on aura plus de diversité aussi dans les utilisateurs, etc. Mais c'est du travail qui vaut la peine de continuer à poursuivre, c'est sûr. Edith, tu voulais rajouter quelque chose? Un moment, mais merci pour la présentation, merci pour la conversation de façon générale. C'était très bien, merci. Super. Merci d'être avec nous, Edith. Je vois une main levée, c'est Sophie. Merci beaucoup, Mouna. Merci, Maria. J'ai une petite question, peut-être plus dans le pratico-pratique, Mouna, ou en fait, juste entendre ton point de vue. On disait tout à l'heure de ne pas avoir peur d'ouvrir la porte à l'immigration en entreprise. Il y a la question de la langue aussi qui vient jouer. Est-ce que dans ta réalité d'entrepreneur, parce que pour connaître un peu le processus puis avoir été dans une organisation où on accueillait, ce n'est pas un processus qui est toujours simple. Est-ce que c'est réaliste? Pour toi, en tant qu'entrepreneur, d'entreprendre ces démarches-là dans la structure dans laquelle vous êtes, quels sont les défis? Est-ce que vous avez déjà fait un parcours comme ça? Et puis, comment ça s'est passé pour toi?
En fait, au début, comme toute petite entreprise, il y avait juste Mélissa et moi et des pigistes, c'était plus simple. Donc, tous nos premiers salariés ont été salariés parce qu'il fallait faire leur papier d'immigration. Alors, on s'est jeté à l'eau tout de suite. On ne pouvait pas les garder comme pigistes ou les avoir sur l'équipe comme pigistes, ils n'avaient pas le droit de travailler si on voulait les faire venir. Donc, on a attaqué le problème direct avec les moyens qu'on avait et à l'échelle où on était. Et puis, je dois dire que en majorité, ça s'est bien passé. On a eu des soucis à un moment donné quand on essayait d'avoir des stagiaires qui venaient d'Inde, bizarrement, parce qu'il y a des pays avec lesquels on a des accords, c'est beaucoup plus facile. Et là, cette étudiante-là, on a essayé pendant des mois, puis on n'a jamais vraiment réussi à avoir ses papiers. Donc, il y a des petites anecdotes comme ça. Mais sinon, en général, c'est moins problématique. Il y a énormément d'avocats en immigration très compétents il n'y en a peut-être pas énormément, mais on en a eu quelques-uns qui nous ont aidés aussi au travers de la paperasse pour arriver à le faire. Pendant longtemps, on le faisait nous-mêmes. Puis en tant qu'entreprise, comment vous les accueillez pour faciliter? Parce que oui, c'est une chose d'avoir un boulot, d'arriver et puis d'avoir ça qui est déjà sécurisé. Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives pour faciliter, c'est ça, l'adaptation ou faciliter la transition que vous mettez de l'avant en tant qu'entreprise? Écoute, c'est sûr qu'on est quand même un milieu professionnel hyper spécialisé. Donc, la priorité, c'est pas d'aller chercher des gens qui viennent de l'étranger, c'est plutôt de trouver les bonnes personnes pour l'équipe. Donc, en général, ça va être les gens qui sont capables de faire le type de projet qu'on fait. Ça va être des gens qui sont assez éduqués, déjà beaucoup en relation avec le monde et quand même assez bien équipés pour se retrouver ici. Je pense que dans nos milieux, ça finit par être souvent ça. Donc, je te dirais que à part des choses humainement pratico-pratiques, aider avec ton appart, ton transport, naviguer comme quelqu'un qui vient d'arriver dans une nouvelle ville, pas grand-chose. Non. Merci, Sophie. Alors, je vais juste vérifier dans le chat. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, mais est-ce qu'il y a d'autres de nos chers participants qui voudraient ouvrir leur micro, poser une question, partager un commentaire ou une anecdote? Vous êtes les bienvenus. Regardez qui est-ce qui est là. Mouna, est-ce que, en reflétant sur ces questions-là, ces points de discussion, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit? Je repensais à la question que tu posais sur les deux femmes entrepreneurs. Comment ça s'est passé ça? Et puis après ça, en reflétant un peu avec de qui j'ai appris des leçons aussi, qui m'a aiguillée, qui m'a orientée. J'ai pas mal d'entrepreneurs autour de moi. On parlait de Blue Sponge tout à l'heure, donc la première compagnie dans laquelle j'ai travaillé sérieusement, où j'étais impliquée, qui était 3 hommes libanais à la fin des années 90 à essayer de démarrer une entreprise en web au Québec. Et je pense que je les ai vus vraiment rusher beaucoup plus que moi j'ai rushé après coup. Et que je pense que dans ce sens-là, peut-être en tant que femme, c'est plus facile aussi de porter un bagage mix, mais j'ai vu quand même qu'il y avait énormément de préjugés et puis qu'à beaucoup d'égards, leur parcours a été parsemé d'embûches. Et je ne pense pas qu'ils en étaient particulièrement conscients, mais en re-regardant ça, je pense que c'était clair. Et quand j'ai moi-même voulu commencer ma compagnie, et mon mari et pas mon mari, mon chum à l'époque, et mon père, je pense, préoccupés à savoir c'était qui mon partner ou ma partner. Et on avait des conversations souvent à savoir si tu veux commencer une business au Québec, tu dois avoir un partner québécois ou une partner québécoise. Et c'était quand même un enjeu qui était assez sérieux pour les deux. Ouais. Une équipe 100% non québécois francophone, ça allait être plus difficile. Oui, bien sûr. Non, merci. Alors, je vois une main levée de la part de Sandra. Allez-y, Sandra. Coucou. Petite question, parce qu'effectivement, en fait, on n'en a jamais parlé, donc je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que, je mets le contexte, que la grande sœur de Mouna, Amal Andraos, qui est architecte aussi, mais aux États-Unis, est-ce que tu penses que Amal, elle a eu ce genre un petit peu de défi, mais le fait qu'elle était avec
Américain. Quand elle a monté Work Ici, ça a été plus facile que si elle avait monté toute seule. Bon, déjà de par de par le métier, architecte femme, c'est déjà un peu plus complexe qu'un architecte homme. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que la réalité aux États-Unis est autre aussi, à son autre niveau de complexité. Il y a un mélange du mythe de l'Amérique ouverte où n'importe qui peut y arriver. Et évidemment, dans les livres d'école, quand on était jeune, on apprenait les différentes façons dont l'immigration était traitée sur les différents continents. Donc, en Amérique, que tu continues à porter ton bagage culturel avec toi au travers de ta carrière, que tu n'es pas obligé d'être assimilé complètement. Donc, je pense qu'elle a mal articulé beaucoup plus son multi-ethnicité, sa libanitude, son arabité au travers de sa carrière. Maintenant, est-ce que ça a été un défi? Sûrement aussi. Est-ce que le fait qu'elle était avec un Américain, je pense que peut-être moins académiquement, mais sûrement devant les clients, pour la business day-to-day locale, ça devait être une dynamique complètement différente aussi d'avoir un partenaire américain. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Ouais. Oui, il y a une structure, un système qui perturbe, qui est encore en place et qu'il faut trouver des moyens stratégiques, disons, de les contourner pour pouvoir évoluer. Et ça, on ne va pas se leurrer. C'est ça la réalité, là. C'est encore la réalité. Et d'où la fréquence à laquelle le mot systémique est mis de l'avant par rapport à ces enjeux. Donc, ouais. Alors, il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main, poser une question, partager une anecdote, un commentaire. Je vois ici. Bon. Mahalia va vous mettre. Bah, écoute, Mouna, je te remercie infiniment parce que vraiment, c'était très riche, tes anecdotes, ce que tu as partagé avec nous par rapport à ton parcours, au parcours de Daily tous les jours. Aussi, vraiment, ça va vraiment rester avec moi, ce que tu as partagé en Floride, l'expérience en Floride lors des entrevues. On verrait le clip, on l'a. Ouais, super. Non, vraiment, c'est quelque chose, c'est précieux. C'est vraiment, vraiment précieux. Donc, écoute, encore une fois, je te remercie. Je remercie l'équipe d'XN Québec et mes collègues du comité Équité et Inclusion. Et puis, merci à vous, encore une fois, d'être parmi nous. Et puis, bon, j'en profite parce que nous sommes au mois de décembre. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci Mahalia, merci toute l'équipe d'XM et merci d'avoir pris votre heure de lunch pour être avec nous aujourd'hui. Et pour ceux que je connais, j'ai hâte de vous voir en personne.